Oui, bonjour. Oui, monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur Asbrook. Bienvenue sur notre plateau. Alors, Merci. vous vouliez parler en particulier des échéances du 5 avril. Oui, pour finalement confirmer à vos auditeurs toute l'importance et la profondeur de l'impact économique de la crise sanitaire. Des premières tendances qu'on peut donner sur cette exigibilité du 5 avril qui concerne les employeurs les plus importants, contrairement aux exigibilités du 15 qui sont des entreprises du régime général de 50 salariés et moins. Donc, C'est qu'on le a 5 avril, c'est toutes les grosses entreprises, c'est ça? tout à fait. Et par rapport au territoire bourguignon, hein, je parle D'accord. en logique géographique. Donc, ça peut être une grande entreprise qui a des établissements qui conduisent leur activité sur le territoire bourguignon. En tendance, on est sur une accentuation de ce qu'on a pu observer au niveau des entreprises de taille plus réduite, donc au 15 mars. On avait observé au 15 mars à peu près un tiers de non-paiement par rapport à l'attendu, et les premières tendances qui se dégagent nous amènent à comprendre qu'on est sur une proportion plus importante. Alors le ministre Darmanin doit aujourd'hui ou demain faire une présentation générale de l'état économique vis-à-vis de ces grandes entreprises liées à l'échéance du 5 avril, ce qui nous permettra, nous, derrière, département par département, et donc je fixe déjà quasiment un prochain rendez-vous avec vous pour vous donner la situation au niveau de chacun des départements. Mais d'ores et déjà, on peut dire, sans avancer de chiffres, que la situation est assez compliquée pour 2 départements sur 4, qui sont les départements de la Nièvre et de l'Yonne. Et voilà, on est sur la finalisation des chiffres, et il nous sera possible de communiquer après la communication du ministre sur des chiffres précis de chacun des départements. Et finalement, on est sur une mécanique assez logique. Les exigibilités de mars portaient sur les salaires de février. Oui. On n'était pas encore dans la tourmente économique actuelle, et plus les exigibilités se déroulent les unes après les autres, et plus évidemment ça renvoie à une activité liée à des situations d'arrêt de l'activité ou de mise en sommeil de l'activité. Donc on a effectivement un impact économique qui se confirme nettement. Et vous savez comment expliquer cet écart justement entre départements? Alors c'est certainement lié à la structure économique du tissu de chacun des départements. On voit bien que un département comme la Nièvre n'est pas un département avec une densité d'entreprises aussi importante que dans les 2 départements phares sur ce sujet que sont la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Et donc on peut estimer qu'ils sont plus en difficulté au titre de leur capacité à payer les cotisations, et donc en ayant saisi les opportunités de report offertes par le gouvernement pour accompagner les entreprises et les aider à passer ce cap en semaines, voire en mois extrêmement compliqués au titre de l'activité économique. Mais voilà, les 2 départements qui semblent avoir des taux de reste à recouvrer les plus importants, donc dit autrement des difficultés économiques plus importantes à travers leur incapacité à payer les cotisations, sont finalement les 2 départements au titre desquels la densité économique est moindre lorsqu'on la compare par exemple au département de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire. D'accord. Et au niveau des reports de cotisation, comment ça se passe? Alors, le report de cotisation est selon 2 mécaniques suivant les populations de nos publics. En ce qui concerne les entreprises du régime général,
Donc tout se passe par la DSN. On a réinsisté sur donc la déclaration sociale nominative. On a réinsisté sur l'importance, quand même on serait en difficulté de payer, d'assurer ce qu'on appelle le déclaratif. Et l'entreprise, au moment de produire sa DSN, fixe le montant du paiement qu'elle peut assurer. Je prends un exemple, une entreprise aurait 10 000 euros de cotisation à payer au titre de son exigibilité. Si elle ne peut payer que 5 000 euros, elle déclare 1 000, mais elle n'indique que 5 000 euros en paiement. Enfin, elle déclare 10 000, pardon. Voilà. Et c'est l'ordre de paiement qui, du coup, vaut paiement. D'accord. Si elle est dans l'impossibilité complète, elle renseigne la partie paiement de la DSN à 0. Et donc, du coup, elle utilise la possibilité de report. J'avais eu l'occasion, lors de notre premier échange, d'indiquer qu'il faut vraiment que cette utilisation du report se fasse au regard de la réalité de la trésorerie. On sait que les trésoreries sont compliquées, de telle sorte que le report bénéficie le plus à ceux qui sont vraiment dans l'impossibilité de payer. Et il serait dommage, d'un point de vue citoyen, d'utiliser le report à titre de prévision de trésorerie, alors qu'on est quand même en situation de payer. Ça, c'est pour la partie entreprise du régime général. Sur la partie travailleurs indépendants, et pour les travailleurs indépendants qui sont mensualisés pour leur paiement, le report est quasi automatique puisque l'URSSAF ne procède pas au prélèvement mensuel. Néanmoins, si un travailleur indépendant souhaite payer parce qu'il en a la possibilité, alors que nous ne procédons pas au prélèvement bancaire, il a la possibilité d'acquitter tout ou partie de ses cotisations via un virement. Ensuite, la mécanique des reports fait qu'on a une espèce de clause de revoyure à 3 mois, et c'est lorsque cette mécanique s'arrêtera, puisqu'un jour on espère tous que la reprise économique sera là, on sera dans une démarche d'apprécier la situation de chacun de nos publics pour envisager avec eux les modalités d'étalement, puisqu'on se doute bien qu'il va être très très compliqué, alors qu'on est dans la reprise, d'assurer ce qu'on appelle le courant et d'assurer parallèlement le paiement des sommes qui auront été reportées depuis le mois de mars dernier. D'accord. Donc, comment ça s'appelle, pour les cotisations, il y a aussi celles qui sont trimestrielles pour les indépendants? Alors oui, les indépendants peuvent aussi être en mode de paiement trimestriel. À ce stade, et c'est une communication qu'on a faite vis-à-vis des indépendants, notamment ceux concernés par le 5 mai prochain, c'est de procéder à ce qu'on appelle une demande de revenu estimé. Lorsque l'indépendant estime que son revenu de l'année sera en diminution importante par rapport au revenu de l'année précédente, alors il lui revient de nous adresser une demande de revenu estimé, qu'on puisse le prendre en compte, et du coup ça viendra automatiquement ajuster le montant des cotisations à payer. C'est un moyen effectivement d'intégrer l'impact du choc économique actuel, et donc du coup de mettre au bon niveau le montant des cotisations à payer, sachant, et c'est important de le préciser, si l'indépendant se trompe en termes de revenus estimés, on ne procédera pas à l'application de ce qui peut être fait habituellement en termes de majoration. Oui, parce que jusqu'à actuellement, quand un indépendant fait une déclaration, on doit être à 10 plus ou moins 10% près, je crois. Voilà, c'est ça. Et donc, on aura évidemment une approche totalement différente qui est justifiée par le contexte actuel. D'accord. Donc, il y a plus cette histoire de 10% pour être sûr de tomber pile poil dans la case. Voilà, c'est ça. Le but de la démarche proposée, c'est effectivement apprécier le plus possible le manque à gagner que constitue ce choc économique, de telle sorte que le montant des cotisations qui seront appelées puisse s'ajuster à la réalité d'un revenu qui, même s'il est estimé,
sera ou correspondra, dans la plupart des cas, au revenu définitif pris en compte. Mais effectivement, on ne saura pas, en cas de dépassement important, sur des mécaniques qu'on avait pu mettre en place jusqu'à présent. Et j'ai le cas d'une entreprise donc, qui me dit, alors on va déjà rester dans la partie indépendant, donc qui dit que d'habitude il est au trimestre et il aimerait savoir s'il va y avoir un prélèvement automatique qui va être fait ou s'ils ont été suspendus. Alors, sur les indépendants, donc ceux qui vont être Prélevés donc le mois prochain normalement, donc au 5 mai. 5 mai prochain, on est sur ce que je vous ai indiqué à l'instant, à savoir une invitation à recourir aux revenus estimés. Ouais, donc réajuster le revenu. Voilà, tout à fait, de telle sorte que on puisse avoir des données les plus ajustées possibles à la situation de ces indépendants. Concernant, parce que je suis en train de me réassurer des choses, concernant le 5 mai prochain, je vais revenir sur ce sujet d'ici la fin de l'émission. Il y a un point que je voudrais vérifier, mais normalement, nous sommes sur une approche qui doit permettre à l'indépendant de ne pas avoir de démarche à faire, puisque l'URSSAF, sur cette même logique, serait sur le non-actionnement du prélèvement. D'accord. Donc, au même titre que ceux qui payent tous les mois, eux, les cotisations d'avril et mai, normalement, elles n'ont pas été prélevées, c'est ça? Voilà, c'est ce que je vais vérifier d'ici la fin de notre échange. Ok, bon bah ça tourne. Et après, l'autre question, c'était, donc lui, il a eu un cas particulier, c'est les charges liées au salaire de son salarié ont été prélevées en mars et en avril. Donc d'après ce que vous avez dit au début, ça veut dire que donc, comme vous n'effectuez pas de prélèvement automatique, c'est que lui a mal coché les cases quand il a déclaré et du coup ça a déclenché le paiement? Alors oui, là, on n'est plus sur la partie indépendante puisqu'on est sur la partie employeur vis-à-vis d'un salarié. Ça veut dire que au niveau de la DSN a bien été renseigné un montant à payer et donc du coup l'ordre de paiement s'est déclenché par rapport au montant figurant sur la DSN sur cette partie de montant à payer. Donc du coup dans la DSN à la fin, c'est là où il faut déclarer 0. Si on n'est pas dans la situation effectivement de payer partiellement ou complètement le montant des cotisations qu'on déclare, effectivement on indique le montant à 0 dans la partie montant à payer de la DSN et donc effectivement il n'y aura pas d'ordre de paiement qui viendra s'appliquer sur cette situation. D'accord, donc là c'est une erreur de saisie de la DSN qui a enclenché les paiements. Donc là il faudra qu'il fasse gaffe sur le prochain où il faudra bien mettre montant à 0, montant à payer 0. Mais il n'y a rien d'automatique. Voilà, s'il est en lien avec un cabinet d'experts comptables, comme c'est souvent le cas, il faut qu'il se rapproche de son conseil pour faire état de ses difficultés à payer et donc tout en ayant assuré le déclaratif, le montant des cotisations déclarées, il faut que dans la partie paiement de la DSN, il mette le montant ou un 0 s'il est en stricte impossibilité de cotisation qu'il pourra payer. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est bon. Et du coup, la logique des fonds de soutien, comment ça fonctionne-t-il? C'est quoi cette mécanique? Alors, effectivement, on a plusieurs dispositifs dans le paysage et ça peut être compliqué en termes de compréhension et de savoir vers quel dispositif se tourner. Historiquement, l'ex-RSI, donc une partie désormais reprise par les URSSAF, disposait de ce qu'on appelait une action sociale. Et cette action sociale, évidemment, dès le début du choc économique et de la crise sanitaire, a vu affluer nombre de demandes pour que on puisse venir en accompagnement des indépendants. On savait, puisque le gouvernement en avait fait les annonces,
qu'il partait sur l'idée de mettre en place un fonds de solidarité qui, lui, est géré par les services fiscaux et qui permet d'avoir le versement d'une somme sous certains critères d'éligibilité pouvant aller jusqu'à 1 500 euros. De fait, et à partir du moment où on a connu les termes précis du décret portant le fonds de solidarité, et donc finalement de voir les conditions d'éligibilité à ce dernier, on a repositionné, nous, Alors, l'URSSAF... attends, moi tu m'as perdu. le fonds de solidarité, il a été initié par qui? Par le gouvernement, et il est géré par les services fiscaux. Donc, gouvernement... Il est vers les petites entreprises et vers les travailleurs indépendants. D'accord. Sous certaines conditions, et notamment la condition de connaître sur le mois de mars jusqu'à 50% de baisse du chiffre d'affaires. D'accord, oui. Donc ça, oui, les conditions, il n'y a pas de souci. Mais et l'aide peut aller jusqu'à 1 500 euros. Par mois ou c'est une aide complète? C'est en une fois pour l'instant. D'accord. Donc c'est en une fois. 1005 en une fois. Voilà. Et nous, dès qu'on a connu le périmètre via le décret du Fonds de solidarité, on a repositionné notre action sociale vers en subsidiarité du Fonds de solidarité. C'est-à-dire que... Alors, votre action sociale, c'est quoi? Alors, le Fonds d'action sociale, c'est un fonds d'aide aux situations économiques compliquées que peuvent connaître les travailleurs indépendants. D'accord, ok. Donc ça, c'était ce qui est géré, c'est ce que tu disais au début, ce qui était géré par le RSI avant. Voilà, c'était un des leviers d'accompagnement dont disposait le RSI pour accompagner les indépendants. Suite à la fin du RSI, c'est un levier repris par l'ensemble du réseau des URSSAF et donc par l'URSSAF Bourgogne. Et en temps normal, il sert à quoi, ce fonds d'action sociale? Il n'est pas utilisé? Il vient aider et prendre en charge les indépendants qui connaîtraient une situation économique compliquée et qui donc pouvaient se substituer et prendre en charge le versement de cotisations. On est sur une aide économique, une aide sociale. Et on le sollicitait comment? Avec une demande, l'examen d'un dossier par rapport à des critères d'éligibilité par une commission d'action sociale composée d'élus issus du monde des indépendants qui rendaient ces décisions. Nous sommes toujours sur cette mécanique, mais comme je vous l'ai indiqué, en raison de l'existence du Fonds de solidarité et parce que nous voulons couvrir et toucher tous les indépendants, oui. L'action sociale vient en subsidiarité du Fonds de solidarité. Dit autrement, un indépendant bénéficiaire du Fonds de solidarité ne peut pas être bénéficiaire également de l'action sociale, de telle sorte que l'on réserve cette action sociale aux indépendants qui ne seraient pas bénéficiaires du Fonds de solidarité. D'accord. Voilà, ça c'est la nouveauté par rapport j'ai envie de dire, à la situation de mi-mars, où on avait notre action sociale, mais on n'avait pas encore le Fonds de solidarité dans le paysage. Et donc là, on est dans une logique de complémentarité afin de couvrir les populations travailleurs indépendants éligibles à l'action sociale et qui, du coup, ne sont pas bénéficiaires du Fonds de solidarité. Donc du coup, ceux qui ne sont pas éligibles au Fonds de solidarité, comment ils font pour pouvoir vous solliciter? Alors, on a porté toute une communication à la fois en termes de communiqué de presse comme également vers les partenaires qui sont les nôtres. Il s'agit d'une demande sur une boîte mail dédiée à l'accompagnement des travailleurs indépendants. Je suis en recherche de l'adresse pour vous donner l'adresse exacte qui peut être saisie par les travailleurs indépendants. C'est une demande simplifiée puisque ça a été adapté à la situation actuelle. Il s'agit de remplir un formulaire qui est mis en ligne. Ce formulaire, vous le trouverez sur www.sécu- Alors, attends, je vais aller le chercher en même temps. Donc, le formulaire app, donc www.sécu-indépendant au pluriel.fr. Oui. Et là, on va trouver
sous la partie action sociale, le formulaire au titre de l'aide coronavirus. Et une fois renseigné, ce formulaire doit nous être adressé par voie dématérialisée à l'adresse suivante: ASS en minuscule, TI en majuscule. Alors, elle n'est pas sur le site, l'adresse mail? Elle est sur notre compte Twitter. Je pense que votre site devant être complet, vous avez dû la renseigner dessus. Ah non, c'est parce qu'en fait, on clique sur courriel, mais il ne la marque pas en direct. Bon, je vais la reprendre. Alors, c'est... Oups. ASS en minuscule, ASS, TI en majuscule. Alors, ASFTI, tout attaché. Voilà, tout attaché, sachant que TI est en majuscule, contrairement à ASS. D'accord. Point Bourgogne. Point Bourgogne. Arrobase. ursaf.fr. Ursaf. Ursaf, toujours 2S, AS. Ok. Ok, d'accord. Bon, bah ça, on le remet à eau propre parce que j'écris comme une tanche. D'accord. Je vous vois pas, mais je comprends. Ou comme un médecin, comme on dirait. D'accord, ok. Et CPSTI, ça veut dire quoi? Alors c'est un nouveau dispositif qui est arrivé dans le paysage chronologiquement après l'action sociale qui préexistait, après la mise en place du fonds de solidarité, et c'est une aide exceptionnelle qui a été décidée par le CPSTI. Alors le CPSTI, c'est le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, qui a pris la suite avec des ajustements en termes de compétences et de périmètre, mais de manière schématique et pour en assurer la bonne compréhension de tous, qui a pris la suite du conseil d'administration de l'ex-Caisse nationale du RSI. D'accord. D'accord. Et donc ce conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants suit notamment la manière dont chaque branche a mis en œuvre la réforme portant disparition du RSI et donc confiant aux branches du régime général, les URSSAF, les caisses primaires, les CARSAT, la gestion des indépendants pour les différents risques. Cette instance a décidé il y a désormais 10 jours de débloquer une aide exceptionnelle, one shot si vous me passez l'expression, vers les artisans et les commerçants exclusivement. Artisans, commerçants et également auto-entrepreneurs, mais ne sont donc pas concernés, par exemple, des professions libérales. D'accord. Pour en bénéficier, il faut avoir cotisé en 2018 à la retraite complémentaire des indépendants. D'accord. Et il faut être en activité au 15 mars de cette année. Ok. Ce sont les seules formalités à remplir au titre de l'éligibilité, puisqu'il n'y a aucune démarche à réaliser pour ces populations. Le versement, qui peut être d'un montant maximum de 1 250 €, sera assuré Ah par oui, tiens, l'URSSAF Bourgogne. ça c'est un truc que j'avais pas compris. C'est un montant 1 250 € maximum. Mais Oui, de mémoire, les cotisations, elles sont minimum à l'année. Je sais plus, c'est 1 000 ou 1 500 € par an. Oui, alors minimum quand on est sur une approche forfaitaire, mais dès qu'on a connaissance du revenu, le montant des cotisations évolue proportionnellement au niveau du revenu. Et donc la mécanique qui a été mise en place, c'est de dire, vous avez payé en 2018, mettons, 500 € au titre de votre retraite complémentaire en tant qu'indépendant, eh bien nous vous versons 500 €. Vous avez payé en 2018 1 150 € au titre de la retraite complémentaire des indépendants, nous vous versons 1 150 €. Vous avez versé 2 000 € en 2018 au titre de cette retraite complémentaire des indépendants,
nous vous verserons 1 250 € puisque c'est le plafond. D'accord. Oui, c'est pas minimum, c'est maximum. Je sais pas pourquoi je marque. Voilà. Donc le montant est corrélé avec le montant des cotisations versées en 2018. D'accord. Et uniquement sur les cotisations retraite? Tout à fait. C'est la base de référence, les cotisations de retraite complémentaires. D'accord. Ce qui veut dire que chaque artisan, commerçant et auto-entrepreneur répondant aux critères que je viens de vous énoncer n'a aucune démarche à faire. L'URSSAF, à compter de la fin de ce mois, donc à partir du 27 avril prochain, opérera directement ce versement sur le compte bancaire lorsque nous disposons du RIB. Et donc, par exemple, quelqu'un qui est mensualisé avec des logiques de prélèvement, bien évidemment, nous disposons du RIB et nous entrerons en contact avec ceux qui ne sont pas actuellement en mode prélèvement pour connaître les références du compte sur lequel verser cette aide exceptionnelle. On va finir par aimer vous avoir au téléphone, l'URSSAF. Bah écoutez, si à travers nos échanges, on comprend mieux le rôle et l'action de l'URSSAF, je trouve que c'est intéressant pour tout le monde et surtout lorsque, dans le contexte particulier qui est le nôtre, on démontre à travers ce que chaque collaborateur peut conduire au quotidien, notre ambition d'être en accompagnement de nos publics, parce que nos publics, on a envie de les retrouver après la période économique tourmentée que nous connaissons aujourd'hui. Et s'il y a bien une période où on doit accompagner nos publics, c'est bien celle-ci. Petite précision, pour mettre en articulation cette aide exceptionnelle CPSTI avec les deux dispositifs précédemment mentionnés, l'aide CPSTI est cumulable avec le bénéfice de l'aide sociale, URSSAF, de l'action sociale, et est aussi cumulable avec le fonds de solidarité. D'accord. Voilà, je pense que c'était important de le préciser pour que cette mécanique d'ensemble qui peut paraître un peu compliquée, où on peut légitimement être un petit peu perdu en se disant je peux bénéficier de quoi, j'ai droit à quoi et comment ça fonctionne. Voilà, j'espère qu'à travers l'échange qu'on a eu aujourd'hui, le paysage des dispositifs d'accompagnement est plus simple en compréhension et surtout ceux qui peuvent en bénéficier se dirigeront vers le bon dispositif pour pouvoir être aidés. Eh bien, merci beaucoup. Ah oui, et puis pour en revenir donc à la question de début, est-ce que tu as réussi à retrouver les informations par rapport au prélèvement automatique pour les indépendants, que ce soit en mensuel ou en trimestriel? Ce que je m'engage à faire, parce que deux choses en même temps, c'est toujours un petit peu compliqué et surtout, il faut être attentif à ne pas dire des bêtises et être complet dans son propos, c'est d'envoyer un mail avec les éléments de réponse que je vais vérifier sitôt après notre échange pour que d'ici la fin de l'émission, il soit possible d'apporter la réponse à cette question. D'accord. Eh ben, je te transmettrai son mail, comme ça vous pourrez le renvoyer directement. Très bien. Aucune difficulté. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne émission. Merci et puis bonne semaine. Merci également. Au revoir. Au revoir.